Bienvenue pour la dernière de la semaine des Vraies Voix font parler la France. François-Louis Bourneau n'est pas là, nous le retrouverons lundi. Je salue son remplaçant de luxe. Bonsoir Clément Barguin. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Est-ce que vous faites bien le boulot? Vous êtes un remplaçant de luxe, c'est ça? J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. Plaisir partagé, on embrasse François-Louis d'ailleurs. Au menu ce soir, on va parler référendum. Oui, on va parler référendum, car c'est le Conseil constitutionnel qui vient de fermer la porte à un référendum, notamment sur la fin de vie, proposition rejetée, jugée irrecevable, car les questions liées à la fin de vie relèvent de questions éthiques. Ça, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce qu'il faut faire plus de référendums en France? Est-ce qu'il faut consulter davantage les Français? Vous nous appelez 0826 300 300. Aude vous attend au standard. On va parler aussi canicule a priori. Eh oui, il fait chaud, très chaud. Rémi André nous le disait, la barre des 40 degrés franchie, notamment dans le centre de la France, avec beaucoup de perturbations, des trains intercités supprimés, les épreuves du grand oral du baccalauréat reportées dans le centre de la France, des festivités aussi annulées, la fête de la musique sous haute surveillance avec ces fortes chaleurs. Vous, comment vous faites pour gérer cette canicule? Est-ce que vous vivez dans des endroits peu adaptés, ou est-ce que vous travaillez dans des endroits par exemple où il n'y a pas de climatisation? On entendra le témoignage d'un de nos auditeurs. Lui travaille dans un EHPAD, il n'y a pas de climatisation dans un EHPAD. Là aussi, ça vous fait réagir, on attend vos témoignages. 0826 300 300. Et on part justement tout de suite au 0826 300 300. Pour ce premier sujet, est-ce qu'il faut plus de référendums en France? On accueille Jacques qui nous appelle de Mulhouse. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous et bonsoir Monsieur David. Oh Philippe, parce que je suis un de vos fans, j'écoute presque tous les jours votre émission et j'avoue que je suis très content d'y participer. Écoutez, ça me touche énormément. Puis je vais vous avouer, j'adore l'Alsace. Alors Mulhouse, ça me touche. Ma petite fille est née à Strasbourg, vous voyez un peu. Donc. Ouais, mais pas de chance, je suis pas alsacien. Alors ne dites pas, n'en tirez pas la conclusion que j'ai pataugé dans la choucroute avec cette affirmation. Alors Jacques, est-ce que vous voulez plus de référendums? Parce que quand même cette décision du Conseil constitutionnel, elle est quand même surprenante. Beaucoup de gens venant de tous horizons politiques, philosophiques, religieux disaient il faut un référendum, et le Conseil constitutionnel dit le référendum c'est pour le social, pas pour le sociétal, circuler, il n'y a rien à voir. 87% des Français, selon un sondage IFOP de janvier 2026, 87% des Français étaient favorables à un référendum sur la question de la fin de vie. Absolument Clément. Pour ce qui me concerne, moi je suis 100% d'accord sur plus de référendums, même si le problème de la fin de vie, je crois que c'est pas forcément... Je suis pas tout à fait d'accord avec la loi et avec tout ça, parce que on a déjà la loi Leonetti qui fait un bon job. Par contre, moi je pense que tout ce qui est qui verse sur l'immigration, qui verse sur la violence qu'il y a actuellement, comme j'ai entendu dans l'émission précédente, enfin dans les heures précédentes, là oui, je pense qu'il faut faire quelque chose parce que ça devient totalement insupportable, complètement insupportable. Est-ce que pour vous, je vous pose la question et après on va prendre d'autres auditeurs parce que ça fait beaucoup parler et beaucoup appeler au 0826 300 300. Vos appels sont les bienvenus, le référendum. Jacques, le principe de la 5e République, vous me direz, ça date pas d'aujourd'hui, c'est 1958. C'était le général de Gaulle qui l'avait voulu. Pour les grandes questions, ça se règle entre moi et le peuple. Si le peuple me dit non, je démissionne. On l'a vu en 1969. Et si le peuple me dit oui, comme en 58, en 62, etc., je continue. Est-ce que quelque part, le fait qu'il n'y ait plus de référendum, c'est pas un changement institutionnel qui ne dit pas son nom? C'est sûr qu'on n'est plus en 5e République depuis qu'il n'y a plus de référendum. Je veux dire, et quand on voit ce qu'on a fait du référendum de 2005, je veux dire, on comprend bien que le référendum n'est plus en odeur de sainteté dans cette République. Ça n'a plus rien à voir avec la 5e République de Gaulle. Mais n'est pas de Gaulle qui veut. C'est ça la bonne question. Le problème, il vient de là. Vous, si vous souhaitiez un référendum, parce que maintenant, rappelons-le, on a fait le RIP, le référendum d'initiative partagée. Mais alors, il y a tellement, parce que c'était un RIP qui était demandé pour la fin de vie, il y a tellement de, je dirais pas de garde-fous, mais de murs de Berlin ou de murs de l'Atlantique, qu'un RIP, c'est pratiquement impossible à faire. Est-ce qu'on s'est pas un peu moqué du monde en faisant le RIP ?
Complètement. Et moi, je soutiens à fond l'initiative de Monsieur Jardin. Parce que finalement, Alexandre Jardin, parce que oui, parce qu'on n'écoute plus le peuple, et je crois que il va falloir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est plus possible ça. C'est une caste qui dirige, et nous on n'a plus notre mot à dire. Et puis quand on essaye de dire quelque chose, on a vu comment ça s'est terminé avec les gilets jaunes. On arrache des bains, on éborne les gens. Bon, ça va pas comme ça. Hein. Le peuple a le droit quand même de s'exprimer, en principe. Hein. Jacques, restez avec nous. Il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Il y avait une émission qu'on avait déjà faite ensemble, Clément, à l'époque, qui s'appelait Le Grand Référendum. J'ai l'impression que c'est le remake, mais à l'époque, c'était le matin. Mais c'est ça. Mais là, ça fait parler les gens. Et c'est sûr, quand on se dit, est-ce qu'il faut consulter davantage les Français, forcément, ça concerne tout le monde. Et les sujets sont tellement divers et variés que tout le monde a son mot à dire. Vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Eric qui nous appelle de Morangis. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Écoutez, pour moi, le référendum, effectivement, déjà le Conseil constitutionnel ne devrait pas avoir la possibilité de retoquer une telle demande. Voilà, parce que moi j'ai fait droit comme étude. Et il a des pouvoirs qui sont, c'est pas à lui de décider si on fait un référendum ou non. Voilà. À titre personnel, j'ai entendu le référendum sur l'immigration, etc. Bien sûr. Ou la justice, il y avait la justice et l'immigration pour Jacques. C'est ce qui sort tout le temps, et ça, faut entendre les gens. Hein. Moi, à titre personnel, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire un référendum sur l'endettement. Je vais expliquer. Quand il y a eu la période du Covid, le gouvernement, dans une certaine précipitation, et maintenant on le sait, contre l'avis du ministre des Finances, a procédé au quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ça nous coûte 1 000 milliards. De dettes supplémentaires, oui. Oui, moi je suis désolé, un chef d'État, faut pas l'oublier, il est élu pour une période limitée, donc pour moi en fait, en gros, je vais la faire simple et un peu court, il est en CDD. Excusez-moi, mais c'est le principe de tout élu, sauf dans les dictatures, c'est toujours un CDD, qu'on soit conseiller municipal ou président de la République. On est d'accord, mais donc à ce titre, pour des décisions de ce type, il devrait au moins consulter ceux qui l'ont mis au pouvoir, quand même. C'est eux qui ont décidé de le mettre au pouvoir. Donc je vois pourquoi on ferait un cadeau de 1 000 milliards, finalement, quand même, il faut pas se mentir, au marché financier, pour quelque chose où, finalement, à la sortie, on s'est aperçu que il y a quand même une discussion sur l'utilité du dispositif. Et puis maintenant, on le paye, surtout. On le paye. Et quand on a un endettement qui est, délirant, vous avez les mains liées. Toutes les politiques que vous pouvez faire, vous êtes coincés. Mais ça c'est vrai, c'est toujours vos créanciers qui ont raison de toute façon, parce que si vous n'avez pas plus d'argent, vous êtes en faillite. Il y a eu l'histoire, là on a tous entendu à l'Ukraine, donc on a fait un plan, c'est du délire pour l'armement, mais en fait ça c'est quelque chose, des politiques ont été d'une nullité mais abyssale depuis des années. Tout le monde sait qu'une politique de défense, vous savez ce qu'on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Si vous pacem parabellum en version originale. Voilà, je voulais pas étaler ma culture. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Quand on a une armée qui a l'os, vous êtes plus entendu sur la scène internationale. Regardez Trump, il nous marche dessus. Voilà. Et tous les pays européens, c'est la même chose. Moi je pense que pour des grands programmes, pour des grandes choses, il faut demander l'avis du peuple et surtout lui obéir. Eric, on va devoir faire une pause dans quelques secondes, mais je vais vous poser une question. Si vous faisiez un référendum sur la dette, qu'est-ce que vous poseriez comme question ? Parce qu'un référendum, c'est binaire, c'est oui, c'est non ou blanc, d'accord ? Oui. Faut-il, par exemple, il y a eu des élus qui avaient voulu faire la règle d'or qui interdisait de faire des déficits. Qu'est-ce que vous pourriez poser comme question ? Parce que moi, je suis très pro-référendum, mais je ne sais pas quelle question on pourrait poser sur la dette. Alors, déjà, regardez combien de fois on a payé nos intérêts. Ah oui, mais ça c'est pas la question. D'accord ? Parce que si vous payez 4 fois ce que vous avez emprunté, il y a un problème. Ah ça, on est bien d'accord. Voilà, alors on commence par là, déjà. Et là, à mon avis, il va y avoir des petites surprises. Parce qu'à 4 fois, j'ai un exemple tout théorique, à 4 fois de paiement de ce qu'on a emprunté, moi je considère que là, on est dans le domaine du racket après. Oui. Voilà. Et les gens ne s'en rendent pas compte,
Mais toutes ces politiques d'endettement, bon, il faut faire un peu de dette, c'est obligé pour faire des investissements, mais il ne faut pas dépasser certaines bornes. Parce que à la sortie, ça se paye. On va payer sur les retraites, ça c'est une évidence, parce qu'on arrivera à 70 ans. Quoi qu'on en dise, on sera obligé de le faire maintenant. Bon, l'armée, on n'en parle pas. Les équipements du pays, c'est une catastrophe. Il n'y a qu'à voir l'état des routes. Oui. Etc. Les mairies sont à l'heure. Excusez-moi, où on va parler de canicule tout à l'heure, des trains qui peuvent pas rouler parce qu'il fait trop chaud, ce qui est quand même un comble dans un pays qui est quand même pas... la France, c'est pas la Finlande, quoi. C'est quand même un peu au sud de l'Europe, au moins pour une partie, on va dire ça comme ça. Restez avec nous, Eric et Jacques, parce qu'on va vous faire débattre ensemble, mais il faut faire une pause. Et puis continuez à nous appeler 0826 300 300, que ce soit l'économie, qu'on parle d'immigration, de la fin de vie, tous ces sujets-là. Est-ce qu'il faut plus de référendums en France? Est-ce que c'est votre souhait? On attend vos témoignages, vos avis. 0826 300 300. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France en compagnie de Clément Barguin. Clément, le référendum, ça fait beaucoup parler. Bon, il faut dire qu'on n'en a plus depuis la bagatelle de 21 ans. Oui, c'est ça, ça refait beaucoup. Oui. Et mon petit doigt me dit qu'on n'en aura pas cette année et qu'on n'en aura pas non plus l'année prochaine, au moins avant le second semestre, en fonction du résultat de la présidentielle et des législatives. On est d'accord? Ben c'est ça. Et pourquoi on a décidé de parler de ce sujet ce soir? Parce que le Conseil constitutionnel vient de fermer la porte à un référendum sur la fin de vie. Pourtant, selon un sondage IFOP publié en janvier dernier, 87% des Français y sont favorables. On élargit un peu la question ce soir. Est-ce que vous êtes favorable à davantage de référendums en France? Est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens sont suffisamment écoutés aujourd'hui? Vous nous appelez 0826 300 300. On attend vos avis, vos commentaires. Aude vous attend au standard 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Christian qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Alors, bonsoir Philippe, bonsoir Clément. Ça me fait très plaisir d'ailleurs de vous pouvoir intervenir. On est très heureux de vous avoir avec nous d'ailleurs. Et vous avez attaqué un sujet qui est quand même excessivement intéressant. Alors, si je peux me permettre, je fais deux préambules rapidement. J'ai écouté ce que disait Jacques, ce que disait Eric, et puis j'ai écouté aussi vos propos à chacun. Je crois que dans le préambule, il faut se poser une question, parce que quand on parle des sujets du type immigration, dette, violence, etc., je crois qu'il faut se poser d'abord une question sur l'origine. Et l'origine, elle vient plutôt de nos dirigeants. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la gestion des prérogatives de ces dirigeants, la définition de leurs responsabilités et la gestion elle-même du système judiciaire. Donc je crois que là, rappelons-nous un peu ce qui s'est fait avec l'Europe, d'accord? On n'a absolument pas tenu compte de nos résultats et on a dit ok, après tout, les Français ils ont voté un référendum, mais on s'en fout complètement et on va décider ce qu'on veut. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut poser une question au référendum, c'est est-ce qu'il y a trop de pouvoir sans contrôle en France, d'accord? Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de concevoir une nouvelle organisation avec une définition claire des prérogatives du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, du Président de la République et des chambres? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu la cacophonie. Vous avez un exemple typique dont vous avez parlé, c'est le fait qu'effectivement, on recadre en disant le référendum actuellement là sur la fin de vie, non, vous le faites pas. Donc après, ça pose une deuxième question au référendum, c'est est-ce que le Sénat et est-ce que le Parlement sont réellement utiles? Est-ce que actuellement la gestion ne se fait pas sous un système présidence, Conseil constitutionnel, Conseil d'État? Mais attendez, Christian, ce que vous dites est extrêmement intéressant parce que vous me permettez de décrypter vos propos? Allez-y. J'ai demandé à Jacques et à Eric les référendums qu'ils souhaiteraient. Moi, j'ai l'impression que le référendum que vous souhaiteriez serait: faut-il que des institutions non élues, comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, puissent décider à la place du Parlement? C'est ça? Et il faut ajouter une deuxième chose aussi qui est très importante, puisque vous avez eu l'exemple de décisions de différents présidents de la République qui se contrefoutaient de la vie de la population sur les résultats des référendums, c'est qu'il n'est pas
intéressant de reconditionner complètement le système des délégations de responsabilité, des prérogatives de chacune des chambres, d'accord, avec une impossibilité claire de bloquer, comme a été fait pour le Conseil constitutionnel, des décisions qui ont été prises par les représentants de l'État, qui sont quand même les députés ou les sénateurs. Ah mais vraie question. Ah mais vraie question qui mérite d'être posée. Non mais c'est vrai. C'est une vraie question. Restez avec nous parce qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Ouais, c'est un sujet qui vous fait réagir. Est-ce qu'il faut plus de référendums en France ? Il y a Émilien qui nous appelle depuis Montpellier. Bonsoir Émilien. Bonsoir Émilien. Bonsoir tout le monde. Vous êtes un voisin de Christian, hein, Montpellier-Béziers, c'est pas très loin. Bon, avec Jacques à Mulhouse et Eric à Morangis, c'est un peu beaucoup plus loin. Là. Ça élargit un peu le périmètre. La totalité de la France, c'est bien. Mais c'est très bien, parce qu'on parle à tous les Français sur Sud Radio. Exactement. Alors vous, Émilien, vous seriez favorable à un référendum ? Alors, c'est en fait moi ce qui me gêne fondamentalement, c'est pour moi un référendum depuis que je suis tout petit. Je me rappelle à l'époque en 2005. Alors, je n'étais pas tout petit en 2005, mais pour moi, un référendum, si on me propose de faire un référendum, c'est qu'on me demande mon avis pour que ça induise sur les prises de décision au niveau national. Oui. Sauf que depuis que je suis né, moi, à chaque fois qu'on m'a demandé mon avis, si mon avis, on l'a déjà dit avant sur l'antenne, si l'avis que je te demande ne me convient pas, j'en tiens pas compte. Mais à ce moment-là, on fait pas de référendum. Vous reprenez encore l'exemple de 2005. Ah bah, mais bien sûr, le dernier référendum qui avait de la valeur, c'était ce qui était mis en place par De Gaulle. En vrai, j'étais pas là, mais alors il y en a eu d'autres après. Il y avait quand même eu Pompidou. Alors c'était le référendum sur l'entrée du Royaume-Uni, et du Danemark dans le marché commun qui avait fait Pompidou. On avait demandé leur avis aux Français, ils avaient dit oui. On avait donc accueilli les Britanniques et les Danois. On aurait voté non. À l'époque de Pompidou, qui était l'héritier direct de Gaulle, je pense pas qu'on aurait piétiné le vote des Français. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est ça, en fait. Finalement, on te pose une question pour connaître ton choix, mais si ton choix ne me convient pas, je fais comme si je t'avais rien demandé. Mais non, c'est pas ça un référendum pour moi. C'est trop facile. Et donc, vous voudriez plus de référendums. Et c'est marrant. C'est surtout que je voudrais qu'on tienne compte de mon avis. Si on me demande mon avis, et que la majeure partie de mes concitoyens ont le même avis que moi, et puis finalement que ça va pas, je t'écoute pas, soit on me demande rien, soit on me le demande et on tient compte de mon avis. Mais ça, c'est le référendum, pour moi, il perd toute sa valeur quand il résonne comme ça, au plus haut niveau de l'État. Émilien, vous auriez voulu, un référendum sur la fin de vie? Je prends cet exemple parce que c'est celui-ci sur lequel le Conseil constitutionnel s'est déclaré hier. Hein. Oui, je pense qu'il y a tellement d'ambivalence, de dissension. On sent que les avis sont partagés, donc ça serait intéressant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire des réponses? Si demain ils faisaient, moi je préfère sincèrement qu'ils arrêtent de nous vendre du rêve. S'ils nous font un référendum, ils tiennent compte de la réponse du référendum. Mais c'est ça. Sauf que ils le font pas en vrai. Si la réponse les arrange, ils vont dans le sens en disant j'ai écouté le peuple, je tiens compte du point de vue. Mais si la réponse ne les arrange pas, ils font bon mais d'accord, merci. Hop, et puis ils font autre chose. Donc enfin voilà, on appelle pas ça un référendum, on dit tu montes ton avis quoi. On fait un sondage. Alors, Émilien, restez avec nous, restez tous avec nous, Jacques, Eric, Christian, il y a d'autres appels parce qu'on va vous faire débattre tous ensemble. Et après une courte pause. On va continuer à en parler. Vous nous appelez 0826 300 300. Aude au standard attend vos appels. Est-ce qu'il faut plus de référendums en France? Sur quel sujet vous intéresserait? On attend vos appels et vos réactions et vos témoignages. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Sud Radio. Référendum en France. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. C'est le référendum où la parole des Français n'a pas été respectée. Et pour faire une synthèse rapide, je dirais qu'aucun des sujets qui a été évoqué par les autres intervenants ne souffre de contestation. On a des milliers de référendums à faire. On peut faire des référendums tous les jours, là, parce que oui, mais ça va coûter cher. Alors, il y a tellement de sujets où le peuple n'est pas d'accord qu'on peut faire un référendum tous les jours, quasiment. Hein.
Là, il y a un vrai souci. Hein, et c'était d'ailleurs une des promesses d'Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il déclencherait des référendums. Oui, on n'en a pas vu la couleur. Depuis bien longtemps, je n'écoute plus ce que dit Emmanuel Macron, parce que de toute façon, on sait ce qu'il dit et qu'il ne fait pas. Hein. Jacques, on va prendre Éric. C'est une plaie béante qui reste encore chez les Français. Oh, c'est évident. C'est une succession. Depuis le général de Gaulle, qui a eu, honnêtement, de courage, pour pas dire autre chose, d'assumer. Tous les autres, en fait, tout le monde ils se sont tous défilés. Voilà. L'histoire de 2005, c'est évident. Je veux dire, les Français ont dit non. Donc, en gros, on nous a dit, vous êtes des imbéciles. Nous, on sait ce qu'on fait, pas vous. Voilà. En gros, c'est ça. Bah non. Hein, les Français ont dit non, c'est non. Le peuple a dit non. Donc voilà la ligne. Après, pour le Conseil constitutionnel, le grand scandale, c'est qu'il puisse retoquer des lois. Or, les lois sont faites par le Parlement et elles sont l'émanation de la volonté du peuple. Donc, de quel droit une bande de juristes, maintenant c'est surtout des juristes. Hein, avant, on avait des hommes politiques qui avaient de l'expérience. Maintenant, c'est fini. Mais de quel droit des juristes très intelligents sans doute, mais pas très malins quelquefois, se permettent de retoquer des lois qui sont l'émanation du peuple? De quel droit? Moi, je comprends pas. Donc déjà, il faudrait limiter aussi le pouvoir du Conseil constitutionnel, qui n'a un rôle consultatif. Ça, c'est d'accord, c'est normal. Éric, il donne son avis. Voilà. Éric, et le reste, bon. Restez avec nous, on va partir du côté de Clermont-Ferrand, entre chez vous et Montpellier ou Béziers. Ça, comme ça, toute la France est représentée. 0826 300 300, on accueille Michel qui nous appelle donc de Clermont-Ferrand. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Voilà, donc je vais faire vite parce que j'ai un dîner avec des amis. Donc voilà, moi je suis pour le référendum. Le premier sur le droit du sol, le deuxième justement, j'avais déjà appelé sur la suppression du Conseil constitutionnel, Conseil d'État, voire même Cour de cassation. Comme ça fera plus de magistrats pour les tribunaux. Et puis également aussi, je ferai un référendum sur la proposition de Monsieur Retailleau pour le comité constitué de citoyens tirés au sort pour contrôler les sanctions des juges. Et je terminerai vite fait par une note d'humour. Savez-vous quel est le mot de la langue française qui accepte à la fois le féminin et le masculin? Je ne sais pas. Oui, un référendum des référendats, c'est ça, non? Non, masculin et féminin. Je sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est le mot procédure, parce qu'on dit la procédure pour les greffiers et le procédure pour les justiciables. Ah, c'est très joli. J'approuve le calembour. C'est très bien vu. Ça s'appelait à Philippe David, on le sait. Merci beaucoup, Michel. Et vous devez nous laisser bon dîner à vous. Mais c'est très intéressant comme proposition. On voyage. Oui. Et puisqu'on va aller dans le Gers, 0826 300 300, on rejoint Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Ça fait plaisir d'avoir un Gersois. Je suis certain que vous n'allez pas nous faire des réponses de Gascon. Oui, alors je suis agriculteur et vous avez parlé d'un référendum pour la dette. Alors, non, c'est pas moi, c'était Eric qui voulait faire un référendum sur la dette, qu'on vient d'entendre. Voilà. Donc alors moi, en tant qu'agriculteur, ce qu'on peut dire, si on veut relancer l'économie française et tout ça, il faut que les banquiers, le système bancaire divise l'euro par deux pour relancer l'économie française, le travail et l'Europe, en Europe et tout ça. Relance les voitures européennes aussi, parce que tout part en Chine ou en Asie. Et les référendums, déjà, il faut les instruire comme il faut, parce que sinon, ça fera comme en 2005 avec l'Europe. Et ensuite, pour la dette, il y a pas besoin de référendum. Il faut que le système français bancaire et politiciens prennent la résolution de relancer l'économie française en divisant par deux l'euro. Alors, voilà. je vous explique une chose. On est incapable de le faire par référendum d'une autre manière, puisque le cours de l'euro, c'est la Banque Centrale Européenne à Francfort qui le fait. Donc, on a zéro pouvoir d'intervention dans ce domaine. Tout à fait, mais seulement on est en train de crever parce que l'euro est trop fort et toutes les voitures allemandes sont parties en Turquie ou au Mexique même. Et puis tous les produits manufacturés nous arrivent d'Asie du Sud-Est à cause d'un euro qui est trop fort. Donc si on veut réduire la dette, il faut diviser l'euro par deux pour relancer l'économie européenne. Alors, ça, on ne pourra pas le faire par référendum, en tout état de cause. Tout à fait. On va reprendre Christian de Béziers. Christian, vous êtes toujours là ?
Toujours là, oui. Oui, je vous écoute. Vous avez entendu la proposition de référendum de Michel qui s'est éclipsé pendant un dîner pour nous parler de ses propositions de référendum. Suppression du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ça, vous en pensez quoi? Ça va un peu loin ou pas? Alors, j'en pense qu'il a tout à fait raison et il rejoint un peu la réflexion initiale que je vous ai donnée, à savoir qu'à partir du moment où vous voulez construire quelque chose, il faut créer des fondations qui soient complètement adaptées. Or, aujourd'hui, nos fondations, elles sont complètement branlantes puisqu'on ne sait plus qui décide quoi et qui a autorité sur quoi. Donc aujourd'hui, le premier référendum fondamental qu'on doit faire, c'est un référendum de base. C'est-à-dire, quelle autorité définit-on à chacun ? Est-ce que vous êtes d'accord pour revoir le système complètement? Et dans le système complètement, de redéfinir effectivement des règles, à savoir l'utilité du Conseil constitutionnel, l'utilité du Conseil d'État. Aujourd'hui, cette utilité, elle est plutôt négative que positive. Et je crois que c'est vraiment le fondement. Après, à partir du moment où vous aurez effectivement restructuré vos fondations, vous pourrez créer, comme se passe les choses suisses, c'est-à-dire des référendums qui prendront réellement en compte les avis des gens qui vont donner leurs réponses et qui appliqueront à ce moment-là ce qui a été justement défini. Voilà ce que j'en pense. D'accord. Émilien, qui est toujours avec nous, de Montpellier. Émilien, vous vouliez un référendum sur l'immigration. Vous avez entendu Michel qui a proposé un autre référendum, c'est sur le droit du sol. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être un sujet de référendum qui vous paraîtrait plausible à faire ? Alors, oui, alors en fait, il y a une multitude de sujets qui pourraient être questionnés à travers d'un référendum. Parce qu'il y a tellement de problèmes partout. On parle de l'immigration, mais on pourrait parler de la réindustrialisation, on pourrait parler de la situation des agriculteurs, on pourrait parler de la dette de l'État, on pourrait parler des compétences de nos dirigeants. Ah, mais comme disait Jacques ou Eric, on peut faire un référendum par semaine. Et on le voit ce soir. Vu l'intérêt que ce débat suscite et le nombre de propositions qu'il y a ce soir, il y a de la matière. Je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer. Les dimanches soirs à la télé, il y aura soirée électorale tous les dimanches. Et nous, pour les vraies voix, avec Cécile de Ménibus, on n'aura pas de difficulté à trouver les sujets. Là, il n'y a pas de problème. J'aurais un sujet de référendum. Ça serait savoir si on veut garder nos dirigeants en l'état, quoi. Oui, mais attendez, Émilien, vous voudriez faire par exemple le référendum révocatoire, ou par exemple, à mi-mandat, on dirait, bah écoutez, voilà, on fait un référendum pour voir si on garde le président et on vote ou pas, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est carrément ça. Moi, j'aimerais beaucoup les voir travailler, ces gens-là qui travaillent au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, aux plus hautes instances. J'aimerais beaucoup voir comment ils échangent, quelle est la teneur de leur argumentaire qui permet de prendre des décisions. Parce que vraiment, je m'interloque à chaque fois que je les vois prendre des décisions et argumenter devant les caméras pour expliquer, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Je vais vous poser une question à tous. Je vais reprendre Philippe. Alors, une réponse courte, parce qu'il nous reste 2 minutes, mais on va faire un petit peu plus avec vous, parce qu'après, on va parler de la canicule. Philippe, vous êtes pour... Alors, il y avait eu au moment des Gilets jaunes le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On en a parlé avec Clément et avec vous tout à l'heure. Il y avait le RIP. Le référendum, il y a le RIP, mais qui est infaisable en l'état actuel des choses. Vous seriez pour le référendum d'initiative citoyenne où, par exemple, vous avez 1 million de signatures, rien ni personne ne peut s'opposer au référendum, le Conseil constitutionnel, le président de la République, l'archevêque de Canterbury, ni même le pape. Oui, très bien, oui. Oui, très bien. Ça vous paraît très bien? Oui, c'est très bien, oui. Un peu à la Suisse, hein, comme les Suisses, un peu. Il faut copier les Suisses. Dans ces cas-là, il faut appeler ça une votation. Une votation comme les Suisses, pareil. Jacques, vous êtes d'accord avec ça, que par exemple, à 1 million de signatures, personne ne peut s'opposer à un référendum? Ah ben entièrement d'accord, c'est le sens de ce que fait M. Jardin. Hein. Oui, mais enfin, même s'il n'a pas pu déclencher un référendum, je connais bien Alexandre, mais malheureux. Enfin, on n'a pas vu de référendum, on le rappelle, depuis 25 ans en France. Enfin, 21 ans, pardon. C'est ce qu'il est en train de mettre en place avec son fils. Hein. Oui. Mais après, à voir. Et vous seriez d'accord. Eric, vous en pensez? Entièrement d'accord, bien sûr. Eric, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais moi je mettrais 500 000. 500 000? Ah oui. Ouais, à 500 000, parce qu'en fait, il y a des statistiques qui montrent que, en fait, faut démultiplier en réalité la volonté de se manifester. Donc moi 500 000, ça me semblerait un seuil qui est pas mal. Pour des sujets effectivement importants. C'est vrai que le droit du sol, c'est très important. C'est un non-sens, le droit du sol. Hein, bon. Mais bon, peu importe, ça c'est un autre sujet.
Mais voilà, oui, 500 000, ça me semblerait un seuil pas mal. Par contre, je suis pas d'accord avec l'un des intervenants concernant la disparition de la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation, elle n'a jamais les faits, elle a juste le droit. Tu as raison. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il faut faire gaffe, parce qu'après, c'est la dérive à n'importe quoi. Non, mais je citais ce qu'avait dit Michel, auditeur qui nous avait appelé, mais c'est un vrai sujet. Christian, vous êtes, on va faire la vente aux enchères, vous êtes plutôt de 500 000, 1 million ou 2 millions? Écoutez, je pense que je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de dire 500 000, 1 million, 2 millions, mais je vous fais juste un exemple. Regardez la pétition qui a été émise par un garçon qui s'appelle Philippe de Villiers. Elle a dépassé le million. Oui. Et aujourd'hui, elle est prise en compte comment? Personne s'en parce qu'il n'y a pas de référendum. Voilà, personne s'en intéresse, vous voyez. Donc, je crois que le nombre, c'est une chose, mais à partir du moment où vous allez définir un référendum, mais que vous ne donnez aucune suite à ce référendum, je pense qu'on trompe à ce moment-là l'ensemble de la population. Et c'est pour ça que je répète ce que je disais tout à l'heure, à savoir que si vous voulez travailler sur quelque chose, il faut que vos fondations soient tout à fait cohérentes et solide. Merci. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Merci Christian, merci à tous. On n'a pas pu vous reprendre une dernière fois pour le référendum parce que vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer sur la canicule dans des métiers très différents. Et évidemment, on vous donne la parole, Clément Barguin. On attend vos témoignages 0826 300 300. Est-ce que vous souffrez de la chaleur? On sait que les 40 degrés ont été franchis dans certains endroits en France, notamment dans le centre. Très difficile de travailler dans ces conditions. On attend vos témoignages 0826 300 300. J'ai une question. Il fait combien dans le studio là? Très chaud, très chaud. C'est bien ce que je pensais. Petite pause fraîcheur et on revient. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France en compagnie de Clément Barguin. Vous avez été beaucoup à appeler pour parler référendum, mais il y a un sujet qui nous touche beaucoup et selon certaines professions encore plus, c'est la canicule, Clément. Oui, 26 départements placés en vigilance orange canicule, 53 à partir des demain, la barre des 40 degrés franchie pour la première fois de l'année en France, 40 degrés relevés à Prunier, c'est dans l'Indre, il fait très chaud dans le centre de la France et comme vous le disiez Philippe, pour certaines professions c'est très difficile, des conditions très difficiles. Vous nous appelez, on attend vos témoignages 0826 300 300 et Jean-Christophe nous appelle de Castres. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Christophe. Et bonsoir à tous, bonsoir Philippe, bonsoir Clément. Vous travaillez Jean-Christophe dans un EHPAD, c'est ça? Exactement, je travaille dans un EHPAD. Oui. Et expliquez-nous quelle est la situation sous ces températures caniculaires. Eh bien, alors, pour moi, personnellement, dans un bureau, j'ai pas de problème particulier, mais c'est surtout, moi, je pense à tous les résidents. Oui. Parce que les EHPAD, à part donc une pièce qui est la pièce du restaurant, n'est pas du tout climatisée, c'est-à-dire les chambres des résidents, ils ont pleine chaleur, et toutes les autres pièces aussi. Donc, on est obligé de faire des animations ou de les mettre donc dans la salle de restaurant pour qu'ils puissent avoir un peu de fraîcheur, et on leur interdit de sortir. Donc, vous imaginez évidemment que ces papis et mamies qui sont là, ils ont aussi ces difficultés à justement à pouvoir supporter en fait l'ensemble de toutes ces chaleurs. Et double peine pour eux, c'est que en fait on s'aperçoit que ces personnes, mais ça c'est lié aussi à la problématique de l'âge, etc., c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à boire, donc on est obligé de les inciter à boire, et pour cela, alors je dirais, c'est une bonne chose au moins de ce côté-là par rapport donc au niveau du département, c'est-à-dire qu'on a le droit d'embaucher des personnes donc pour faire du renfort hydratation, et ça nous est remboursé en fin d'année. Mais par contre, on se pose tous, mes collègues et moi-même, la question, c'est que pendant des années, et même là, on a cette fameuse journée de solidarité qui est pour les personnes âgées et les EHPAD pour le bien-être, etc. Par rapport aussi donc de climatiser les EHPAD suite à la grande catastrophe des différents décès lors d'une des grandes canicules il y a une dizaine d'années. 2003 et 23 ans. Voilà, c'est ça.
Et donc, finalement, nous, on n'envoie pas du tout le centime pour pouvoir justement faire les travaux, pour pouvoir mettre donc ces clims dans l'ensemble de nos EHPAD. Quoi. Ça paraît fou, on parle quand même d'EHPAD, là où il y a les personnes sans doute les plus vulnérables, des personnes âgées. Comment vous l'expliquez ? Enfin, j'imagine que vous, même entre collègues, entre soignants, c'est un sujet qui remonte souvent. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la climatisation dans les chambres ? Alors moi j'ai connu ça, ma maman est partie en EHPAD et il y a par la salle de repas, comme le disait Jean-Christophe, les chambres n'étaient pas climatisées. Et je peux vous dire que c'est terrible parce qu'il faut beaucoup les réhydrater, les personnes âgées, et c'est dingue. Ce que je disais, Jean-Christophe, c'est vrai que l'argent de la journée de solidarité pour climatiser les EHPAD, ça aurait peut-être été plus utile que pour combler le déficit de l'État, non ? Exactement, tout à fait, parce que quand on sait le prix que coûte donc l'installation de pompes à chaleur ou de clim pour ce genre d'établissement, ça ne monte pas à des milliers et des milliers d'euros par rapport à de l'argent dépensé pour j'allais être méchant, mais pour pas grand chose quoi. Alors que nos aînés, c'est quand même indispensable. Quand on sait, excusez-moi, mais quand on sait que le prix de journée qui nous est octroyé par le département pour donc l'hébergement, la blanchisserie, le repas, les soins, ce n'est que 64,12 €. C'est rien. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Rien. Pour 64,12 €, t'as plus rien. Ça rappelle le titre d'un film. Restez avec nous, Jean-Christophe, parce qu'un autre métier est très touché, qui veut réagir au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Blandine. Bonsoir Blandine. Bonsoir Blandine. Vous nous appelez. Bonsoir Philippe et Clément. Bonsoir, vous êtes dans le Var, c'est ça Blandine ? Oui, exactement. Je suis dans le Var, à Carqueiranne. Très bien. Et vous êtes maraîchère ? Exactement, tout à fait. Alors pareil, en première ligne face aux températures caniculaires, comment se passe votre quotidien quand il fait aussi chaud ? On s'adapte. C'est difficile, mais on s'adapte. On change nos horaires. Au lieu de cueillir le matin tôt, entre parenthèses, vers 7h, on se lève à 4h du matin avec notre lampe frontale et on cueille nos légumes et nos fruits, parce que je fais des fraises. Oui. Et on les cueille très tôt, au moins, comme ça, on n'est pas sujeté à la chaleur. Mais vous cueillez à 4h du matin, parce qu'à 4h du matin, il fait pas encore jour, c'est clair ? Oui, exactement. J'ai ma petite frontale qu'on pense à brancher tous les soirs, parce que sinon, il fait nuit, exactement. Le soleil se lève vers 5h30, on va dire 6h, on voit quand même quelque chose. Mais du coup, oui, c'est ma frontale, c'est mon meilleur ami. Mais alors, expliquez-nous votre journée aujourd'hui en temps de canicule. Vous travaillez de 4h à 10h, par exemple, puis après une sieste jusqu'à 17h, et vous retravaillez après. Comment ça se passe, votre journée ? Alors exactement, à 4h du coup je suis dans mes fraises, je fais ma cueillette de fraises. Donc vous levez à 3h30, c'est ça ? Oui, exactement, tout à fait. Et mon conjoint, lui, cueille les tomates de son côté, moi je cueille mes fraises jusqu'à environ 8h30 du matin, 9h grand max. Et ensuite j'ai une petite cabane jaune au bord de la route et on vend nos produits en vente directe. Et après on fait la sieste, parce qu'il fait trop chaud pour aller sous la serre. Et ensuite on repart dans le champ vers 17h pour cueillir encore... Donc c'est du boulot, mais... Ouais, c'est vraiment une journée découpée, en deux parties, très tôt le matin et puis plus tard le soir. Exactement. On imagine, faites-nous rêver, que vos fraises et vos tomates doivent être très mûres et très en avance là cette année, non ? Alors oui, aussi, avec la chaleur, ça va vite. C'est pas que elles sont en avance, c'est que ça va hyper vite. Comme il fait chaud, du coup, elles vont vite. Donc du coup, il faut aller vite aussi. Donc il faut cueillir, on cueille ce qu'il faut cueillir. On cueille pas vert, on cueille vraiment quand c'est à maturité. Et est-ce que les ventes, ça suit derrière ? Parce que comme vous dites, un produit aussi fragile que les fraises, c'est sûr que quand il fait chaud comme ça, je pense que ça se dégrade assez rapidement. Est-ce que là aussi, les clients sont au rendez-vous quand il fait aussi chaud ? Moi, je veux dire, je compatis avec Blandine. Moi, je cueille des fraises, même à 4h du matin, je les mange. Je vous cache pas que j'en mange quand même quelques-unes le matin. Heureusement. Mais après la clientèle, j'ai vraiment une bonne clientèle, les clients suivent. Après, je passe, si je ne vends pas, ce qui est très rare, si mes fraises macèrent, on va dire, entre grosses parenthèses, je passe beaucoup des fraises en confiture. Oui. On peut se régaler pour l'hiver, faire nos réserves. Ah, ça c'est parfait. On va demander à Jean-Christophe. Jean-Christophe, vous travaillez en EHPAD, vous avez entendu Blandine. Avec la canicule, ça change votre organisation de la journée, du travail, etc. Oui, tout à fait, oui. Comment est-ce que ça marche alors par ces temps caniculaires ?
Eh bien, par rapport au lever des personnes, en fait, on fait vraiment le maximum que tout puisse se passer entre 6h et 8h. Et après, on les laisse un peu tranquilles jusqu'à la descente au repas, en fait, vers midi. Et on les laisse donc dans la salle de restaurant toute l'après-midi où ils font des jeux, où ils voient un film. On descend une énorme télé, en fait, d'animation pour qu'ils puissent, en fait, être au frais et non plus dans leur chambre où il fait 28, 29, quoi. Donc c'est pas possible. Et il y a des ventilateurs, par exemple, vous disiez pas de climatisation, ça on a bien compris, mais est-ce qu'il y a des ventilateurs ou d'autres appareils qui permettent quand même de rafraîchir un peu? Ou des familles qui amènent un climatiseur split, qui roule, qui mettent le tuyau dehors et qui refroidissent la chambre, quoi. Ouais. Alors ça on n'a pas ça encore, Philippe, mais par contre on a des familles qui amènent pardon, excusez-moi, qui amènent donc les ventilateurs. Oui. Mais nous, l'EHPAD, on ne fournit pas donc de ventilateurs, et c'est marqué dans le dossier en fait d'inscription, c'est que si des familles veulent amener du matériel tel que ventilateur, etc.,